On nous a souvent raconté les Vikings comme des conquérants courageux, des navigateurs audacieux, des guerriers légendaires qui ont façonné l'histoire de l'Europe. Mais derrière les récits glorieux des batailles et des dracars, il existe une vérité bien plus sombre, une vérité que les sagas ont tenté d'effacer. Que se passait-il vraiment après les combats, lorsque les épées tombaient et que le silence revenait sur les champs de bataille? Ce que les fouilles archéologiques, les chroniques anciennes et les traces laissées dans la terre ont révélé dépasse de loin la brutalité qu'on leur connaît. Car si les Vikings ont pris l'or et l'argent, ils ont aussi pris des vies. Et ce que ces femmes ont enduré rend parfois la mort enviable. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette part d'histoire oubliée, celle que les livres n'osent pas raconter. Bienvenue dans la véritable face cachée des Vikings. On imagine souvent les Vikings comme de féroces guerriers et pillards. Pourtant, on parle rarement de ce qui se passait après les batailles. Quand le fracas des armes cessait, quand les murs de boucliers s'effondraient, c'est alors que commençait le véritable cauchemar. Pas pour ceux qui gisaient déjà sans vie sur le sol, leur souffrance s'était terminée. Mais pour leurs femmes, leurs filles et toutes les survivantes des raids, une épreuve bien plus terrible les attendait. Ce que les Vikings leur ont infligé rendait parfois la mort enviable. On croit connaître la brutalité viking, mais les sagas ne font qu'en effleurer la surface. Si tu veux comprendre cette réalité à travers les traces laissées par l'histoire, les chroniques et les fouilles, reste attentif. Ce que tu vas lire provient de sources réelles, de récits attribués à Ibn Fedland jusqu'aux découvertes archéologiques faites sur les marchés d'esclaves de Dublin. Le monastère de Comacno fut pris par Thorgil et sa flotte. 43 moines furent tués en défendant l'autel. Les textes rapportent le massacre, puis se taisent sur le sort des femmes, mais les preuves parlent encore. À Woodquay, à Dublin, des fouilles ont révélé des chaînes, des entraves de fer adaptées à des poignets féminins, des anneaux de cheville conçus pour des enfants et des bâtiments destinés à retenir des êtres humains. Les Vikings ne se contentaient pas de piller l'or et l'argent, ils capturaient des vies. Une femme faite prisonnière devenait un bien négociable. Les prix étaient froidement fixés, 20 pièces d'argent pour une jeune femme, 15 pour une mère, 10 si elle avait été blessée. Ces chiffres ont été retrouvés gravés sur des pierres runiques à Schleswig, comme des reçus taillés dans la pierre. Et pourtant, être vendu n'était parfois pas le pire destin. En 862, lorsque les Vikings attaquèrent Port-Maro, les annales irlandaises mentionnent 47 guerriers tués, mais rien sur les 53 femmes capturées. Les analyses des tourbières voisines comblent ce silence, 23 corps féminins, tous portant des traces de violence méthodique. Les fractures au crâne, les bras brisés en posture défensive, les côtes écrasées témoignaient d'exécutions planifiées, survenues bien après les combats. Ce schéma se répète. En 871, lorsque la grande armée païenne prit Reading, les chroniqueurs racontent la défaite du roi Telred, mais pas ce qu'il advint des femmes de la cour. Les fouilles du palais saxon ont révélé des pierres imprégnées d'oxyde de fer, du sang en quantité suffisante pour des dizaines de morts. Dans la culture guerrière nordique, les lois étaient claires. L'épouse d'un guerrier tué devenait la propriété légale de son meurtrier. Pas comme servante, mais comme épouse forcée. Le mot ancien était kona, littéralement femme possédée. Ces femmes n'avaient ni choix, ni voix. L'union était reconnue par la loi, et tout enfant issu de ces unions était considéré comme légitime. Ce n'était pas une tolérance tacite, c'était un système codifié. Les codes juridiques islandais du Graga précisent même que la revendication devait être déclarée dans les 3 jours suivant la capture, sous peine d'être contestée. Les femmes étaient donc traitées comme du bétail de guerre. Et certaines souffraient un sort encore plus cruel. En 878, les Vikings détruisirent le monastère de Bangor. Les textes parlent de ruines, mais se taisent sur les rituels qui suivirent. Les couches de cendres retrouvées sur d'autres sites racontent ce qui s'est passé. Des fragments d'os féminins disposés selon des motifs rituels. Les traditions nordiques exigeaient parfois qu'une femme soit sacrifiée avec son maître. Ibn Fedland décrit une scène en 921 où une esclave fut violée puis mise à mort durant les funérailles de son seigneur. Les fouilles confirment que ces pratiques n'étaient pas isolées. Plusieurs sépultures de bateaux en Scandinavie contiennent des squelettes féminins portant des marques d'étranglement et des traces de drogues hallucinogènes utilisées pour les rendre dociles avant la mort. Vers 907, la Grande Armée passa l'hiver à Thetford. Les chroniques mentionnent des églises brûlées, mais rien sur les femmes et enfants du camp. Ce sont les déchets du site qui parlent, des ossements d'enfants présentant des fractures nettes. Pas des morts naturelles, mais des meurtres. Selon la loi viking, l'enfant d'une esclave naissait esclave. S'il ne pouvait pas travailler, il était éliminé.
Une logique économique implacable, reprise plus tard par les Normands, comme le confirme le Domesday Book. Les fouilles de Repton ont livré 249 squelettes. 63 seulement étaient féminins. Les autres avaient disparu, emmenés comme captives. Les analyses isotopiques montrent qu'elles venaient d'Irlande, d'Écosse et du pays de Galles. Celles retrouvées dans les tombes étaient les chanceuses mortes de maladie ou en couches. Les autres furent englouties dans les routes de l'esclavage. Dublin n'était pas qu'un port, c'était un centre du commerce humain. Chaque semaine, des navires apportaient de nouvelles captives, triées par âge. Les plus jeunes pour les fermes nordiques, les plus âgés envoyés vers l'Est, jusqu'au marché d'esclaves islamiques. Les études des poteaux du quai de Dublin montrent une reconstruction continue entre 841 et 970, plus de 60 ans d'expansion. Cette croissance n'était pas due à la pêche, mais au trafic d'êtres humains. Les entrepôts pouvaient contenir jusqu'à 200 captifs à la fois, avec des canaux d'évacuation au sol, non pas pour l'eau de pluie, mais pour le sang et la souffrance. Humaine. Les fouilles archéologiques ont révélé que certains sites vikings n'étaient pas de simples enclos temporaires pour les prisonniers, mais de véritables zones d'emprisonnement de longue durée, de véritables entrepôts humains. Des chroniqueurs arabes du X siècle évoquent des convois d'esclaves menés par des marchands nordiques jusqu'à Bagdad. Les femmes, surtout celles à la peau claire issues des terres germaniques et celtiques, y étaient vendues à prix d'or, considérées comme des biens de luxe. Les Vikings connaissaient parfaitement la demande du marché et l'alimentaient avec une efficacité méthodique. La principale route de traite orientale passait par Novgorod et Kiev, s'étendant sur plus de 1000 km le long du Dniepr. Des manifestes gravés en runes mentionnent des cargaisons composées d'ambre, de fourrure et d'êtres humains. En moyenne, chaque navire transportait une vingtaine de femmes. Mais pour celles qui tentaient de résister, le destin était bien plus terrible. En 914, lorsque les Irlandais reprirent Dublin aux envahisseurs nordiques, les chroniques célébrèrent la victoire, mais ne dirent rien de ce que l'on découvrit au-delà des murailles. Des fouilles modernes ont mis au jour des fosses de supplice, des trous étroits tapissés de pierre, conçus pour provoquer une lente agonie. Les squelettes retrouvés portaient des fractures volontaires, jambes brisées pour empêcher la fuite, bras écrasés pour interdire le suicide. Les victimes, incapables de se tenir debout ou de s'allonger, mouraient à genoux, dans une souffrance prolongée. Les codes juridiques vikings confirment cette pratique. Une esclave ayant tenté de blesser son maître devait être enterrée vivante. Ces enterrements n'étaient pas rapides. Les fosses étaient assez profondes pour empêcher la fuite, mais laissaient passer l'air. Les femmes y périssaient de froid, de soif ou d'épuisement. L'analyse des sols de ces sites d'exécution à Dublin révèle des signes de décomposition lente, preuve d'une mort prolongée. Certaines fosses contenaient des pierres acérées destinées à lacérer la chair, d'autres de l'eau stagnante pour noyer les victimes. Ces tortures étaient publiques, infligées sous les yeux des captifs afin d'instaurer la terreur. Lorsque le roi Harald à la belle chevelure unifia la Norvège vers 919, les guerres civiles prirent fin, mais le commerce humain, lui, se structura davantage. Les routes étaient désormais établies, les livraisons d'esclaves devenaient prévisibles. Des traités byzantins, comme celui de 944, mentionnent même les tarifs selon l'âge et la condition. Les jeunes femmes valaient le plus cher, les femmes enceintes un peu moins, les enfants presque rien. Les esclaves étaient devenus des marchandises comptabilisées comme les autres. Après la bataille de Brunanburh en 937, qui mit fin aux grandes incursions nordiques en Irlande, on découvrit dans les bagages vikings des cages portatives, des structures de bois et de fer, démontables, conçues pour transporter des femmes et des enfants lors des marches.
Chaque compartiment pouvait contenir une douzaine d'adultes ou une vingtaine d'enfants, attachés à des anneaux de fer polis par l'usure. Il ne s'agissait plus de violences isolées, mais d'un système logistique intégré à la guerre. Les femmes des peuples vaincus n'étaient plus un butin secondaire, elles étaient la ressource principale. Les vestiges retrouvés dans les anciens ports vikings, enclos, chaînes, anneaux d'ancrage prouvent que l'esclavage faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Même après la chute d'Éric Blo accent aigu X, Éric à la hache sanglante, en 954, les structures d'asservissement ne disparurent pas. Les royaumes chrétiens qui suivirent les réutilisèrent, les rebaptisant sous le nom de servitude ou d'engagement à long terme. Derrière les mots, les mêmes femmes, les mêmes souffrances persistaient. En 1066, la mort d'Harald Hardrada à Stamford Bridge mit officiellement fin à l'ère viking, mais les découvertes archéologiques racontent une autre histoire. À Repton, une fosse commune datée de 986 contenait uniquement des corps féminins, tous présentant des signes de mise à mort volontaire, strangulation, coups violents, empoisonnement. Les analyses isotopiques révélèrent qu'il s'agissait de femmes d'origine nordique, non de captives étrangères. Ces femmes furent exécutées par leurs propres proches à l'approche de la défaite, car les hommes savaient quel sort attendait les prisonnières. Ils avaient infligé ces horreurs pendant des générations, et face à la perspective d'être vaincus, ils les reproduisirent sur leur propre famille. Les traces dans le sol montrent que ces exécutions s'étalèrent sur plusieurs jours. Ce n'était pas un massacre désordonné, mais une élimination méthodique. Dans l'un des crânes, les archéologues ont trouvé une inscription runique, 3 mots, gravés après la mort, mieux ainsi. Elle appartenait à une jeune fille de 12 ou 14 ans, née en Norvège, morte en Angleterre, tuée par les siens. Ce geste, à la fois désespéré et monstrueux, montre jusqu'où allait la peur et la justification. La vérité, aussi sombre soit-elle, demeure. La violence sexuelle et l'esclavage n'étaient pas des dérives accidentelles chez les Vikings, mais des éléments profondément ancrés dans leurs pratiques sociales et juridiques. L'annonce devait être faite publiquement, en présence d'au moins 3 témoins. Le refus d'une femme n'avait aucune valeur. Son consentement non plus. Même si elle mettait fin à ses jours pour échapper à sa captivité, son geôlier pouvait exiger une compensation financière auprès de sa famille. Le suicide n'était pas considéré comme une fuite, mais comme un vol de propriété. L'amende s'élevait à 40 marks d'argent, une somme supérieure au revenu annuel de la plupart des hommes libres. Vers l'an 978, le roi Telred monta sur le trône d'Angleterre. Son tout premier décret porta sur le commerce d'esclaves vikings, non pas pour l'interdire, mais pour le taxer. Les archives douanières de Londres révèlent des droits perçus sur le transport humain, 5 pièces d'argent pour une femme, 2 pour un enfant. Les Anglais n'étaient pas scandalisés par les pratiques des Nordiques, ils en jalousaient surtout les bénéfices. Les fouilles archéologiques maritimes confirment ces récits. Des épaves retrouvées en mer du Nord montrent des cales aménagées, des conduits d'aération, des réserves d'eau pour de longues traversées et des compartiments renforcés non destinés aux marchandises, mais aux êtres humains. Ces navires n'étaient pas improvisés, ils avaient été construits pour cela. Le plus grand retrouvé à ce jour pouvait contenir près de 80 captives enfermées sous le pont. Daté autour de 912, pourtant, certaines femmes refusèrent de rester victimes. Certaines se battirent. En 923, des chroniques franques mentionnent une femme nommée Gunhild, une ancienne captive devenue chef de guerre. Connaissant les tactiques des Vikings, leurs points faibles et leurs peurs, elle mena pendant 7 ans des raids à travers les territoires francs, détruisant des avant-postes et libérant des prisonniers. 12 camps vikings auraient été anéantis sous son commandement. Ces attaques étaient brutales, surprises, sans prisonniers, sans pitié. Son dernier assaut connu visa le marché aux esclaves de Rouen, où 47 marchands vikings furent exécutés. La punition était toujours la même, castration, puis mort par hémorragie. Après 930, son nom disparaît des textes, mais les traces d'incendie retrouvées sur plusieurs sites nordiques de la même période suggèrent qu'elle avait laissé sa marque. La pratique consistant à capturer et à s'approprier les femmes vaincues ne s'arrêta pas avec les Vikings, elle se propagea. Les chroniques normandes du VI siècle décrivent les mêmes coutumes dans l'Angleterre conquise. Lors de l'attribution des terres, les registres mentionnent, aux côtés du bétail et des récoltes, des femmes listées comme biens. Le Domesday Book les classe au même titre que les charrues et les troupeaux, des dépendantes, précieuses mais remplaçables. Les fouilles menées dans d'anciens châteaux normands révèlent des cellules étroites réservées aux femmes, murs de pierre, portes de fer, sans fenêtres. Certaines pouvaient contenir jusqu'à 30 prisonnières. Les restes découverts dans les fosses de déchets racontent la suite,
un taux de mortalité infantile proche de 100%. Ces morts n'étaient pas des accidents, mais le résultat d'une politique délibérée. Les enfants nés de viol représentaient une menace de preuve, un risque, et étaient donc éliminés. Après 1066, la conquête normande imposa une continuité de cette logique. Les femmes saxonnes furent systématiquement capturées et mariées de force à des chevaliers normands. Le mariage devint un cadre légal transformant le viol en alliance reconnue. Les chroniqueurs parlaient de « civilisation du sang saxon ». Aujourd'hui, on parlerait d'épuration ethnique par la violence sexuelle. Les contrats matrimoniaux médiévaux révèlent les motivations économiques. Les dots saxonnes étaient recherchées non par amour, mais pour étendre la domination foncière normande. Le consentement féminin ne comptait pas, leur corps servait de moyen de transfert de propriété. Face à cela, certaines résistèrent. Certaines choisirent la mort, d'autres se réfugièrent dans des couvents. En 10 ans, le nombre de religieuses en Angleterre tripla. Le taux de suicide parmi les femmes nobles monta en flèche. L'Église en fit des martyrs, tandis que l'État les comptait comme perte de biens. La preuve la plus accablante ne vient pas des chroniques, mais de la science. Les analyses génétiques modernes montrent la trace durable de ces violences. L'ADN mitochondrial, transmis de mère en enfant, raconte une histoire claire. Dès le X siècle, des lignées féminines celtiques et saxonnes apparaissent au cœur du patrimoine scandinave. Ce n'étaient pas des migrations, mais des viols répétés, génération après génération, à une échelle industrielle. En Islande, environ 60% des ascendances féminines remontent à des captifs celtiques. En Norvège, près de 40% proviennent des îles britanniques. Derrière ces chiffres, des milliers de vies, des femmes enlevées, des grossesses forcées, des enfants privés du nom de leur mère. Les fouilles récentes ont révélé un chapitre encore plus sinistre. À Jorvik, l'actuel York, on a mis au jour un bâtiment daté de 876, 64 cellules individuelles, chaînes fixées au mur, traces d'occupation sur 40 ans. Ce lieu n'était pas une prison, mais un centre de reproduction forcée. Les squelettes féminins retrouvés montrent des grossesses répétées, suivies d'un abandon dès qu'elles n'étaient plus fécondes. Le bâtiment se trouvait en plein cœur de la ville, visible de tous. Les registres paroissiaux mentionnent 732 naissances issues de ce lieu, 12 seulement ont survécu au-delà de 5 ans. Les autres ont disparu, enregistrés comme enfants, de parents inconnus, puis vendus comme serviteurs. L'argent de ces ventes finançait directement les chantiers religieux. Les archives de la cathédrale de York attestent de paiements réguliers versés à ces établissements. Non pas des pots de vin, mais des honoraires contractuels. L'Église n'était pas simplement complice, elle était partenaire. Ce système couvrait tout le nord de l'Europe médiévale, dans les colonies nordiques, les fiefs normands, les grandes villes. Chaque église tenait ses registres, chaque cité avait son bâtiment. Les profits étaient colossaux. La souffrance, indescriptible. Et à Repton, dans cette tombe collective de femmes nordiques, les analyses du sol ont révélé une vérité plus sombre encore. Les couches successives datent de plusieurs décennies. Ce n'était pas une seule exécution, mais une politique continue d'effacement. Génération après génération, des femmes réduites au silence, non seulement par les chaînes, mais par le poison. Les analyses osseuses montrent des traces de mercure administrées lentement, provoquant la folie avant la mort. Une femme jugée folle ne pouvait plus témoigner, et son histoire disparaissait avec elle. Les fouilles ont également révélé des sépultures mère-enfant, exécutées ensemble pour qu'aucun témoin ne survive. Ce n'étaient pas des meurtres aléatoires, mais des effacements ciblés. Des femmes qui avaient vu trop, compris trop, et qu'il fallait réduire au silence. Sur l'un des crânes, une inscription gravée en vieux norrois portait ces mots. Mieux ainsi. Une justification gravée par une main qui savait déjà ce qui l'attendait.